questions dans la salle. Donc sur l'apprentissage, vous avez à la fois des apprentis, vous avez donc des représentants du CFA académique, du lycée, des tuteurs d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser aux uns ou aux autres? Pour Madame Bouédé là-bas. Et quel est le quota des entreprises pour les personnes portant un handicap dans la stérilisation? Je ne pense pas qu'on ait tellement d'éléments sur le sujet. On avait juste fait une petite enquête entre nous au niveau du CA sur les opportunités d'emploi et savoir dans nos ST s'il y avait des postes vacants, et on en avait tous. Mais pour ce qui est du handicap en tant que tel, tout ce qui est visuel, ça pose problème pour l'activité. Il y a le déplacement dans les zones, il y a l'habillage nécessaire. Enfin, on a pas mal de contraintes déjà normatives qui font que, par définition, ça nous oblige à nous adapter et que, voilà. Donc je pense que la réponse est vraiment individuelle, quel est le type de handicap, et en fonction de ça, effectivement, de voir ce qu'on peut être en mesure de proposer ou pas, quoi. Après, on accompagne en général les personnes qui évoluent ou qui ont des maladies professionnelles ou des choses, ou des restrictions médicales au mieux de ce qu'on peut proposer. Dans le recrutement en tant que tel, j'ai pas d'informations vraiment, on va dire, statistiques à vous proposer. C'est vrai, j'ajouterais juste effectivement, il y a différents niveaux de handicap. Il y a des handicaps qui sont très très peu perceptibles finalement, qui sont en rien un frein, des gens qui ont des déclarations AGFIP, on vous le dirait, rien ne vous permet de le détecter. Donc effectivement, dans ces situations-là, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, c'est vraiment des problématiques après qui sont là, je pense plus globalement la problématique du handicap en stérilisation, mais comme dans tout métier, c'est-à-dire que ce qui est faisable, adaptable. Avant même de parler de formation, la vraie question, c'est la place du handicap dans un service de stérilisation. Et c'est vrai que nous, on ne fera que suivre le mouvement. On ne pourra pas forcer le mouvement, on ne pourra pas imposer un public ayant un handicap incompatible à la stérilisation dans un service qui n'aurait pas fait des démarches pour aller dans ce sens-là. Peut-être juste poser une question pour préciser à Frédéric Dupuis. Aujourd'hui, quelle est la part est-ce que d'une manière plus globale, indépendamment de la stérilisation et du secteur hospitalier, quelle est la part d'apprentis dans le secteur public et dans le secteur privé? On accueille des apprentis, alors du secteur public, surtout depuis une circulaire de la première ministre de l'époque qui date de 2022-2023, qui incitait effectivement à recruter des apprentis dans le secteur public avec effectivement le reversement d'une aide de l'État de 3 000 €, aussi bien dans la fonction publique d'État que dans les collectivités territoriales. Mais après cet engouement qui a été impulsé par la Première ministre, on est un petit peu dans une période de restriction, et notamment sur les collectivités territoriales avec le CNFPT qui théoriquement finance, on est plutôt en train de freiner. Donc voilà, on est un petit peu entre deux eaux. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est relativement peu par rapport à la majorité de nos contrats qui sont signés par des entreprises du domaine privé. Une question pour Mohamed, tiens. C'est donc un ancien élève à nous, qui a donc fait son cursus donc en tant qu'apprenti à la clinique Saint-Jean-de-Dieu. Donc il fait partie un peu de nos pionniers. C'est-à-dire que ça va être le deuxième apprenti sorti du lycée dans le secteur de la stérilisation. Il était à la clinique Saint-Jean-de-Dieu. J'ai vu Madame Kouka qui est là-bas, qui a été sa tutrice. Donc il pourra tout à l'heure compléter peut-être les propos. Et à l'issue de ces 2 années d'apprentissage, Mohamed a intégré une école d'infirmier du Sistel. Et voilà, donc il va pouvoir nous parler un petit peu de son parcours. Donc moi j'avais une première question à te poser, Mohamed. Est-ce que tu penses que le bac et particulièrement l'apprentissage t'ont aidé à intégrer cette IFSI? Et si oui, en quoi? Oui, bien sûr, en particulier. Parce que quand on monte le dossier sur le Parcoursup, il y a des parties où on met le projet motivé. Je crois que c'est beaucoup pris en compte par
par les établissements, les IFSI, la formation des IFSI et les IFSI, ils se basent sur ça. En particulier, d'abord, ils prennent ces étudiants, enfin ces élèves qui sont en apprentissage dans le milieu hospitalier en priorité, et après ils prennent les autres pour compléter en fait. Voilà, moi ça m'a été dit par ma référente pédagogique, parce qu'à l'IFSI on a quand même une référente pédagogique par étudiant qui nous suit tout au long de l'année en fait. Voilà. Et le bac pro en lui-même, est-ce que tu as trouvé un lien avec des écoles d'infirmiers? Est-ce que tu t'es senti plutôt en difficulté par rapport à une différence de niveau entre le bac et les attendus des écoles d'infirmiers, ou ça s'est plutôt assez bien passé? J'avoue, au début c'était un peu difficile, c'était pas facile parce que les cours forcément du lycée avec les cours de lycée ne sont pas pareils. Et le premier semestre, qui est les 6 premiers mois, qui ont vraiment été un peu difficiles, mais aussi j'ai appris d'une chose pendant mon apprentissage, c'était de travailler en équipe. Même à l'école d'IFSI, c'est comme ça, on a des groupes de travail, par petits groupes, dont on s'associe pour travailler, que les examens aussi et les révisions. Et l'esprit du groupe, c'est vraiment à la base de l'école infirmière, même en stage aussi en fait. Et moi, avant, j'avais pas ça. Avant même d'aller à l'apprentissage, j'étais tout le temps seul, je ne connaissais pas l'esprit du groupe. Et depuis mon intégration à l'apprentissage et à l'école d'IFSI, j'ai beaucoup amélioré ça et ça m'a beaucoup aidé en fait. Donc en fait, les apprentis, ils ont un fonctionnement des fois un petit peu isolé par rapport, surtout quand ils sont dans des classes qui continuent, comme je disais, à faire cours. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même rythme. Et c'est vrai qu'arrivé dans des études supérieures, il y a le changement de type d'enseignement. Ils sont beaucoup moins accompagnés. C'est vrai que moi, je me souviens, Mohamed, il m'envoyait ses diaporamas en me disant on a revu en 2 heures une année de cours. Donc du coup, c'était pas forcément facile, mais effectivement... je crois que sur la partie biologie humaine, tu disais que tu avais aidé par contre tout ce qui avait été fait. Oui, ouais, sur la partie, parce qu'on a des yeux en particulier avec des différents. Par exemple, je prends l'exemple sur polycite traumatique, et il y a aussi des yeux qu'on appelle biologie fondamentale. J'ai beaucoup de difficultés en la première année, j'avoue, et je suis revenu voir M. Chauvet. Je l'ai croisé pendant mes vacations parce que quand j'ai mon diplôme, j'ai intégré l'école ici. Je continue à aller faire des vacations chez ma patronne, chez ma formatrice qui est assise au fond, à la clinique Saint-Jean-de-Dieu. Et j'ai croisé M. Chauvet, je lui ai fait part de mes difficultés sur une matière qui m'avait vraiment mis en difficulté. Et il m'a essayé de me donner des actes d'amélioration que j'ai tout de suite pratiqué quand je suis arrivé chez moi. Et je suis passé en rattrapage sur cette UE, et donc du coup je le vote avec 14,75 sur 20. Et donc si on termine pour toi, Mohamed, donc toi, du coup, aujourd'hui, la stérilisation, ça occupe quoi? Est-ce que tu parles de vacation? Donc, c'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui? Tu continues à faire des heures en stérilisation, tu envisages de retourner en stérilisation plus tard, ou tu pars ensuite sur le soin quand tu auras fini? Comment tu vois les choses? Alors, sur le côté professionnel, je reste franchement, dans le soin, mais tout en gardant un peu un pied dans la stérilisation, parce que ça m'a beaucoup aidé, parce que la première année à l'IFSI, vu que j'étais déjà étudiant, du coup, les étudiants, on sait que les étudiants, il faut travailler à côté, et avec le diplôme HPS, donc qui m'a permis, avec une expérience de 2 ans que j'ai fait en apprentissage, ça m'a permis de me retourner chez mon patron, faire des vacations. Et les jours dont j'étais disponible, du coup, ça me permettait d'avoir un peu de sous, histoire de pouvoir bien me positionner. Parce que la première année à l'IFSI, surtout le premier semestre, c'est vraiment pas facile. Et avec la bourse qui n'aime pas trop ça, et vu le travail pour aussi, ça complète en fait. Ouais. Et là, vous voyez donc les difficultés auxquelles on se heurte quand on est apprenti. On démarre l'apprentissage parce que des fois, il y a un besoin d'argent et on veut poursuivre des études. Et là, on se retrouve face à des études qui ne permettent pas forcément de poursuivre en apprentissage. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver des biais. Et c'est vrai que c'est l'intérêt aussi des filières pro. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un diplôme, donc on est capable de faire quelque chose, d'avoir un métier. Et donc, on peut continuer sous forme de vacation et continuer finalement financer quelque part ses études ou sa vie quotidienne avec quelques bourses, etc. Mais ça se fait. Alors, vous me posez la question si je voulais continuer un peu en soins ou en stérilisation. Je veux continuer en soins, mais qui est en lien avec la stérilisation. Parce que l'année prochaine, je serai diplômé le 13 juillet. Et je vais d'abord intégrer infirmier normal. Et après, me spécialiser en e-board.
Et e-board, c'est vraiment les instruments. C'est quelqu'un qui a déjà été en stérilisation peut facilement faire l'e-board, très facilement. En fait. Donc, c'est mon projet professionnel après de devenir e-board après 2 ans. Voilà. Donc vous voyez, donc, en termes de parcours, on parle d'élèves donc, qui sont des élèves de bac pro, qui sont arrivés chez nous globalement en difficulté, et voilà, qui vous parlent sans trop finalement de complexes, d'un bac plus 3, d'un bac plus 5, et il n'y a pas de raison d'avoir des complexes, je veux dire, c'est ça qui est plutôt bien. Bon, après, on a Mohamed qui est particulièrement volontaire et déterminé, donc ça aide encore plus, mais en tout cas, ça montre que ces parcours-là sont également possibles. On va questionner peut-être Francis. Alors Francis, donc vous l'avez vu tout à l'heure. Donc Francis, dans ses différentes activités, il a été tuteur d'apprentis, de 2 apprentis. Comment tu définirais ton rôle de tuteur d'apprenti? C'est quoi Est-ce que c'est vraiment différent d'un tuteur de stage? Est-ce que c'est un engagement différent, supérieur, usant, épuisant? Finalement, ça va? Comment tu définirais ce rôle? Bonsoir. Pour le rôle de tuteur de stage, il n'y a pas une très grande différence avec un stagiaire. Peut-être à part le temps du stage. Avec un apprenti, on a presque 2 ans à travailler ensemble. Et c'est tout. Après, il y a le feeling aussi. Moi, personnellement, avant de prendre un apprenti, je demande à passer une semaine avec lui. Pour voir un peu comment il se comporte, que ce soit sur le plan personnel et sur le plan collectif avec d'autres agents, savoir si ça se va, s'il est assez intéressé aussi par l'AST. Parce que en recevant des stagiaires, on rencontre souvent des gens qui le font parce qu'il faut faire l'AST ou qui cherchent juste à avoir un diplôme mais qui ne sont pas intéressés par le travail. Donc voilà, c'est beaucoup plus par le feeling, savoir aussi un peu son projet professionnel par la suite. Donc après ça, après la semaine, à la fin de la semaine, on s'assoit, on parle. Et je lui dis si on continue ensemble ou pas, et après on passe au côté administratif. Donc voilà. D'accord. Donc ça, c'est un élément important. Ce qui a été dit là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, recruter un apprenti, c'est plus engageant qu'un stagiaire quand même. Donc effectivement, il est logique qu'un employeur, à un moment, se dise, voilà, j'ai envie de voir la personne un peu à l'œuvre, voir effectivement si ça se passe bien. Et c'est vrai que nous, en tout cas, on fait systématiquement, avec Madame Gallion, on fait très attention à essayer d'organiser des stages préalables. Donc on essaie de s'arranger pour qu'on puisse faire au moins une semaine de convention de stage à différents moments avant de signer le contrat. Donc ça peut être fait typiquement à cette période-là. Là tout à l'heure vous allez avoir la possibilité, donc il y a des candidats, des élèves qui sont candidats à l'apprentissage qui vont être installés sur le stand du CFA académique avec Monsieur Dupuis. Effectivement ça peut être des élèves que vous pouvez recevoir en stage pendant une semaine, ils viennent, ils font un test. C'est ce qui est actuellement en train de se faire à l'hôpital, à la clinique de l'Estrée. L'équipe de la clinique de l'Estrée. Ah oui, voilà, vous êtes là. Voilà, donc madame avec Madame Leblanc. Du coup, donc actuellement, elle a pris une élève en apprentissage, enfin une élève qui recherchait un apprentissage, elle l'a pris en stage. Et donc, elle fait là, comme on a encore un petit peu de temps, elle fait quelques semaines. Et à partir du mois de septembre, donc elle démarrera un contrat d'apprentissage, mais avec quelqu'un qu'elle aura pu tester dans son service, voir si ça matche bien avec l'équipe. Si l'adéquation avec le travail est satisfaisante, et ça semble être donc le cas. C'est une bonne chose. Dans le test qui peut être fait par un stage ou même par des BFMP, puisque pour les bacs pro que vous accueillez, vous proposez l'apprentissage en classe de première et de terminale. Il y a rarement, dans la plupart des bacs pro, quel que soit le secteur, des contrats en 3 ans, parce que c'est très compliqué de trouver, enfin ça se fait quand même, mais très compliqué de trouver un contrat d'apprentissage dès la 3e, en classe de seconde. Parfois même les jeunes sont en dessous de l'âge minimum nécessaire pour faire de l'apprentissage. Donc très souvent, effectivement, il y a une mixité de parcours et les jeunes font déjà une première période de PFMP en seconde et qui donc peut être considérée parfois
comme un repérage et comme une première période d'essai, en plus de la période d'essai qui est liée au contrat d'apprentissage, qui elle est de 45 jours en entreprise. Donc ça fait quand même un bon moyen de faire connaissance avec l'apprenti par le biais des PFMP, et c'est pour les élèves les plus sérieux vraiment un moyen de se faire repérer pour être ensuite recrutés comme apprentis s'ils ont ce projet en tête. Exactement. D'ailleurs, puisque tu as le micro, est-ce qu'il y a une obligation, quelles sont les obligations d'un apprenti vis-à-vis de son employeur au terme du contrat d'apprentissage? Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'aide éventuellement, de financer des formations qui seraient payées en contrepartie de 2 ou 3 ans de services rendus à l'établissement ayant payé la formation. Est-ce que ça peut exister de quelque manière que ce soit? Alors l'apprenti, non, n'a pas d'obligation. Hein. Le contrat d'apprentissage, certes, est un contrat de travail, mais c'est aussi un contrat de travail qui lui permet d'être formé et après, éventuellement, de voler de ses propres ailes sur le marché du travail et de voir un employeur éventuellement plus offrant. Même si, effectivement, alors, bon, même si je mets peut-être une petite parenthèse avec les employeurs du public, parce qu'après, là aussi, l'embauche, elle est liée aussi à des capacités en nombre de postes définis. Il n'y a pas forcément un budget donc extensible à l'infini. Donc, mais il peut quand même y avoir, c'est quand même aussi pour l'employeur un moyen de repérer des candidats potentiels pour un contrat de travail par la suite. Mais il n'y a pas de règle. Hein. À partir du moment où le jeune est titulaire de son examen, il peut même rompre le contrat d'apprentissage à partir du moment où il a appris sa réussite à l'examen en fin d'année. D'accord. Donc un élément quand même à prendre en compte, la fidélisation, ça n'est pas que les 2 ans. On peut peut-être demander à justement avoir 2 exemples de situations d'apprentissage. On va peut-être demander par exemple à Aya de nous expliquer ce qu'elle fait aujourd'hui, comment se déroule son année d'apprentissage. Bonjour à tous, donc moi je suis en apprentissage, c'est ma première année dans la clinique à Poissy, Saint-Louis. Donc pour moi mon apprentissage, je suis très contente de cette année parce que ça m'a permis de découvrir encore plus la stérilisation, parce que dans le bac, certes on a de nombreux TP, mais là, on y est au quotidien, donc c'est plus facile à apprendre et c'est au quotidien. Donc, à force, ça devient des gestes qu'on connaît par cœur. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, la zone de lavage, je la tiens pratiquement toute seule. Certes, on m'aide, mais je connais pratiquement tout toute seule. Et j'apprends encore au conditionnement, j'apprends encore plein de choses. Mais j'ai vraiment l'équipe qui m'aide à apprendre de plus en plus. Merci. Des questions pour Aya? Non? Ça va? Merci. Donc, alors je vais passer la parole peut-être à Rose. Alors, Rose, elle est dans une clinique. Moi, ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je travaille au contact du secteur hospitalier. C'est la seule fois où j'ai vu naître, on va dire renaître, une clinique. Hein, certains la connaissent peut-être, c'est la clinique Rémusat Drouot dans le 16e, donc une clinique qui est spécialisée en orthopédie. Et quand ils nous ont contactés il y a 4 ans, en fait, l'urgence était de faire tourner la sté, parce que c'était bien de vouloir opérer en ambulatoire X personnes par jour. Il fallait quelqu'un avec une sté qui était petite, un peu vétuste. Il y avait encore des investissements à faire qui se font petit à petit. Et donc Rose, elle est donc dans cette sté depuis maintenant 1 an. C'est la 2e apprentie de cette structure. Voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui est ta vie dans la clinique, et puis après ça peut-être nous parler de comment ça se passe en cours quand tu reviens au lycée, entre ces deux moments de ton année. Alors, bonjour à tous. Moi je m'appelle Rose. Je suis en première année de bac pro HPS.
Et avant d'intégrer la classe d'HPS, j'étais en CAP, assistant technique en milieu familial et collectif. Et bon, en première année, j'ai fait la classe initiale et tout, mais en deuxième année, je suis allée en alternance. J'ai fait de l'aide à domicile et tout. C'est à partir de la deuxième année et tout, j'ai commencé à plus m'intéresser au métier de l'HPS et tout. Après, j'ai décidé de faire en alternance. Et étant en alternance en deuxième année de CAP, c'était différent de cette année parce qu'il faut être en classe initiale. Après, il faut rattraper les cours une semaine sur deux et tout. Mais cette année, dans la nouvelle classe qu'ils ont créée et tout, franchement, ça se passe super bien. Bon, là, on est une semaine à l'école, une semaine au travail, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bon, vu que ce n'est pas une très grande clinique, et là, bon, au fur et à mesure que le temps passe, ils sont en train de réaménager l'espace de stérilisation et tout. Là, c'est une petite clinique, donc ils n'ont pas, qui sont spécialisés dans tout ce qui est pose de prothèses et tout, dans l'arthrose et tout. Donc, actuellement, ils sont en voie de développement et tout. Et là, moi, particulièrement quand je suis en entreprise, je fais beaucoup tout ce qui est recomposition et sortie d'autoclave et plein d'autres. Mais après, je ne suis pas trop en zone de lavage et tout. Parce que vu que c'est une petite clinique et la zone de lavage n'est pas aussi grande que ça, et la zone de recompositionnement aussi n'est pas aussi grande que ça, mais c'est mieux que la zone de lavage, vu que c'est une petite et tout. Ils n'ont que 2 laveurs, donc il faut un peu s'adapter. Mais ça se passe très très bien avec eux. On vous positionne directement sur une zone de travail, ou bien vous faites d'abord tous les circuits, ensuite on vous repositionne, puisque pour vous, je vois que vous êtes beaucoup plus en recomposition et votre collègue est beaucoup plus figé au lavage. Voilà, c'est ma question. Merci. Lorsqu'on arrive et tout, on ne positionne pas directement sur un poste. Au début, on est directement avec notre tuteur d'apprentissage qui va nous montrer comment ça se passe et tout. Bon, vu que moi, j'avais pas trop d'expérience en stérilisation, vu que c'est ma première année et tout, donc on m'a beaucoup montré au début. Moi, ça allait beaucoup vite parce qu'en 2 semaines, ils m'ont montré comment ça se passait et tout. Et après, bon, j'ai commencé à travailler un peu. Rose, est-ce que tu pourras nous dire, c'est quoi tes projets à l'avenir? Est-ce que tu souhaites rester agent de stérilisation ou tu continues tes études, mais dans quel domaine? Bon, après le bac, bon, je souhaite continuer mes études. Après, bon, je continuerai soit en école d'infirmière et tout. Après, je compte encore avancer. Bon, si j'ai toujours cette envie de poursuivre les études et tout. Franchement, je compte avancer après être infirmière. Après infirmière, être infirmière de bloc opératoire, si possible et tout. J'aimerais savoir quelle méthodologie on vous propose pour l'apprentissage de tout ce qui est instrumentation. J'ai pas compris. La méthodologie pour apprendre les instruments. Comment on vous forme à l'apprentissage des instruments pour pouvoir les identifier. Voilà. Moi, dans ma clinique, de la manière qu'ils m'ont appris et tout, après, bon, vu que c'est pas une grande sté, donc après chaque intervention, l'instrument qui sort, et bon, c'était en période des vacances, vu qu'il n'y a pas trop d'interventions, donc c'est chaque boîte, elle m'explique tel instrument, ça sert à ça, vu que c'est pas aussi développé que ça à la clinique et tout. Donc, c'est un peu, chaque instrument, il nous montre cette boîte, ça sert à ça, ça fait un peu ça. Et bon, vu que lorsqu'il y a beaucoup d'heures où il n'y a rien à faire et tout, lorsque l'autoclave il est lancé, le laveur aussi il est lancé, je vais beaucoup regarder les interventions. Là, je vois comment s'utilisent les instruments, comment ils utilisent et tout. Même si, bon, je ne connais pas tous les noms des instruments, mais après, je connais quelques-uns. Je ne dirais pas trop mal. Est-ce que, du coup, c'est pour tout le monde que je pose la question, est-ce qu'il n'est pas préférable que les apprentis, finalement, côtoient des petits établissements avec des moins d'intervention afin qu'ils puissent être le mieux formés possible? Et ce qu'on constate effectivement, c'est dans des petites unités, effectivement, ils sont très vite autonomes parce qu'effectivement, il y a une part de répétitivité du geste et des compositions qui permet un apprentissage rapide. C'est sûr, c'est que plus la sté grandit,
plus on va avoir un apprentissage qui va être zoné, un peu comme le disait Aya, mais on voit également la plupart des élèves généralement font quasiment une année du côté salle, et après vont aller passer du côté propre et terminer sur vraiment tout ce qui est libération de charges, etc. Mais c'est vrai que le gros atout que cela a, c'est que moi je ne suis pas très fan de cette segmentation, parce que je la trouve un peu répétitive, mais malgré tout, ce qui est sûr, c'est qu'en 2 ans, ils arrivent vraiment à faire tout jusqu'aux libérations de charges. Et donc, tout ce qui est conduite d'autoclave, c'est acquis. On voit vraiment une vraie autonomie dans le service, une très bonne connaissance du service à la fin. Ça prend plus de temps parce que les structures sont plus grandes, plus complexes, mais en 2 ans, ça se fait largement. Moi, j'avais envie de rebondir sur la question de la méthodologie. Je pense que tout dépend effectivement de l'organisation dans la stérilisation. Déjà des outils de travail. Est-ce qu'il y a de la traçabilité à l'instrument? Est-ce qu'il y a un logiciel métier? Est-ce qu'on est au papier? Est-ce qu'on est au numérique? Est-ce que les listings proposés sont concordants à ce qu'il y a réellement dans les boîtes? Ce qui est quand même un grand sujet. Et de maintenir ça à jour aussi. Donc tous ces éléments-là, ça induit quand même fortement l'évolution de l'apprenti. Parce que quand l'apprenti arrive dans une stérilisation, vous avez les photos partout, les noms des instruments, etc., c'est quand même plus facilitant, y compris quand on a une multitude d'interventions différentes, plutôt que quand on est au papier avec des listings non concordants, 0 photo, etc. Donc ça, c'est un biais et donc, ou un avantage selon le terrain de stage. Et puis, indépendamment de ça, côté employeur, l'apprentissage est intéressant parce qu'effectivement, je pense que c'est essentiel de bien s'accorder avec l'apprenti au départ. Donc à savoir le temps, comme on vous disiez, vous passez une semaine pour voir si on s'accorde, entre guillemets, tant des deux côtés. Savoir si l'apprenti se sent de travailler dans cet univers-là et si l'employeur se sent d'accompagner cette personne-là. Je pense que ça, c'est un temps essentiel pour que ça marche derrière et qu'on ne soit pas en échec, ou on soit obligé de changer de secteur ou tout au moins d'entreprise. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour l'employeur, en général, ça se réfléchit, c'est-à-dire normalement, les temps d'apprentissage, ça va de septembre à fin août, donc voilà, septembre à fin août, donc la période estivale est dedans, donc pour l'employeur, si toutefois vous avez un poste derrière, clairement vous avez votre remplacement d'été qui est assuré avec quelqu'un qui est formé chez vous et compétent, donc déjà c'est un atout non négligeable. La personne qui a fait son apprentissage dans une structure et qui s'y sent bien, c'est gagnant-gagnant, voilà, on est vraiment sur du gagnant-gagnant. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on prend un apprenti, en général, on a, en tant qu'employeur, une gestion prévisionnelle de nos emplois et de nos compétences. C'est-à-dire qu'on sait que peut-être dans 2 ans, on aura un départ à la retraite, on aura un mouvement au sein de notre équipe, et que justement, ce choix de cet apprenti, ça a toute son importance, parce que derrière, on construit l'équipe de demain. Donc, dans cette voie d'apprentissage, il y a vraiment une approche gagnant-gagnant qui peut être réalisée des deux côtés, on va dire. On a une dernière question de Kaou qui souhaitait intervenir. Kaou, donc qui est... Ah, bah, toi, tu voulais répondre à une question. Voilà. Alors Kaou, donc, qui est apprenti à la clinique Armand-Briard à Nogent-sur-Marne. Je m'appelle Kanté Kaou, je suis apprenti à Nogent-sur-Marne. Je vais développer un peu ce que ma collègue elle vient de dire. Au niveau des, comme le monsieur vient de lui poser la question, lui demander comment elle va savoir la méthodologie de la référence des instruments. Au niveau de mon clinique, il y a tous les instruments, il y a des références. Souvent, on regarde sur l'ordinateur. Souvent, il y a des collègues aussi, à chaque fois quand on travaille avec eux, ils nous expliquent c'est quoi ces instruments et puis ça sert à quoi. Ça sert à quoi aussi ces instruments. Au niveau des... Elle a dit aussi, elle a commencé directement avec les compositions. Au début, quand je commence à l'apprentissage,
toujours ils nous mettent au lavage pendant 6 mois d'abord. Pendant 6 mois, après 6 mois, on passe à la composition et à la recomposition. Bonjour. Je voulais juste revenir sur ce qu'il disait, c'est que moi j'ai eu Mohamed pendant 2 ans. Là, j'ai eu aussi encore un apprenti pendant 2 ans. En fait, ça dépend. Ça dépend comment déjà l'apprenti se sent. Par exemple, parce que je sais qu'avec Mohamed, on tournait en fait. Vu que nous, on tourne, notre équipe tourne sur chaque poste. Donc, c'est-à-dire qu'avec Mohamed, quand moi j'étais au lavage, il était au lavage avec moi. Quand j'étais au conditionnement, il était au conditionnement avec moi. C'est pas il a fait 6 mois au lavage, non. Parce que je trouve que c'est pesant. C'est pesant. À un moment, le lavage, tous les jours, c'est chaud. Donc ça veut dire qu'on tournait comme ça, c'est-à-dire que vu que nous on tourne, il est avec moi au lavage, il est avec moi au conditionnement, et c'est comme ça qu'il a pu apprendre l'instrumentation. Et nous, il faut savoir qu'on a un logiciel photo et un listing. Mais ce que j'ai remarqué avec les 2 apprentis que j'ai eus, c'est que quand ils sont sur les photos, ils apprennent que les photos. C'est-à-dire qu'ils regardent que les photos. Et moi, j'aime pas ça. Parce que moi, quand on m'a formé, il n'y avait pas les photos. Donc, je ne veux pas de photos. Parce que j'ai remarqué que quand il y avait les photos, quand je lui dis recopie sur ta boîte, il regarde, il prend les photos et il ne connaît pas le nom des instruments. C'est-à-dire vous allez lui montrer un truc et il ne va pas connaître. Donc les photos, c'est après. Mais la première chose qu'on fait, c'est on te montre un instrument, tu dois me dire comment ça s'appelle, c'est pas la photo. Donc c'est vrai. Après, moi, je pars du principe que c'est comment l'apprenti va se sentir. Mais généralement, moi, je pense qu'il faut qu'il tourne sur les 2 postes avec son tuteur si possible. Alors j'en profite pour vous présenter donc Grace Luca qui, elle, dont je parlais tout ce matin des CFA de la propreté. Donc Grace vient d'un CFA de la propreté, ça n'empêche pas d'occuper... Voilà, donc d'un BEP d'une autre époque, effectivement. Mais donc effectivement, mais qui, voilà, en passant par là, aujourd'hui travaille en stérilisation et se passe très bien, il y a des responsabilités. Dernière prise de parole pour Sandrine Doucelin, parce qu'après on va quand même aller faire un petit break. Non, juste pour compléter, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'approche, faut-il aller 6 mois en zone de lavage et être condamné entre guillemets. Alors d'abord, on a le côté de l'attractivité de nos métiers. Franchement, c'est pas méga vendeur de faire 1 an au lavage. On en dégoûte plus qu'un. Et du coup, c'est vraiment une approche sur laquelle il faut être très prudent. Donc effectivement, certains choisissent de faire suivre l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire avec son tuteur. Et donc va où le tuteur est en zone. Et du coup découvre toutes les zones comme ça. Et puis, il y a aussi l'approche, alors il y a différentes approches. Il y a l'approche, je fais la boîte simple, la boîte un peu plus compliquée, la boîte très compliquée. Et parfois, cette approche-là fait que quand on arrive à la boîte compliquée, les gens ont très peur de faire la boîte compliquée. Donc d'autres ont choisi l'approche, je vais directement au conditionnement. Je ne suis pas passé au stade de lavage, mais j'accueille le nouvel agent au conditionnement. Et derrière, parce que ces STELA sont équipés de logiciels photo et non des instruments bien sûr. Et donc du coup, le nouvel agent apprend directement le nom des instruments. Quand il est au lavage, il sait ce qu'il lave aussi. Donc en fait, tout passe aussi à partir du moment où l'approche est, quelle que soit la boîte qui arrive, on la conditionne. Donc évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Évidemment, c'est vraiment accompagné par un tuteur. Mais en général, et pour l'avoir testé, les gens qui commencent au conditionnement ont bien moins d'appréhension sur les boîtes complexes après. Et s'en sortent très bien aussi. Donc vraiment des approches très différentes d'une STE à une autre. Et donc une généralité, je pense qu'on n'en a pas réellement aujourd'hui non plus. Donc voilà. Et effectivement, historiquement, un peu plus souvent, on démarre au lavage, mais ça tend à quand même beaucoup plus se panacher la façon de faire. J'en témoigne, c'est vrai que on va vraiment, le démarrage au conditionnement, c'est quand même plutôt intéressant, effectivement.
Voilà, donc et après le dernier volet, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'évidemment les formations sont complétées également dans les centres de formation. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le côté terrain production, et puis derrière, après nous on vient remettre des volets derrière sur les parties manquantes, parce que comme on est aussi beaucoup sur le terrain, on sait quels sont les points qui doivent être travaillés à différents moments. Mais c'est vrai que sur la partie instrumentation, ça reste quand même plutôt à la charge de l'employeur, parce qu'on n'a pas la diversité, ça n'aurait pas grand intérêt de faire travailler nos élèves sur une instrumentation de lycée, sauf si vraiment on a un élève qui est vraiment un peu comme Rose par exemple, qui est totalement en ortho. C'est vrai qu'il y a quand même certains instruments qu'on peut voir au lycée parce qu'elle ne les verra pas en apprentissage. Mais ça, c'est à nous de faire ces ajustements. Voilà. Et, oui, alors je souhaite vraiment la toute dernière intervention, ce qu'il faut vraiment nos exposants nous attendent aussi. Ça va être rapide parce que j'entends beaucoup clinique. Donc beaucoup de privé, il faut savoir c'est du public. Justement, donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'apprentis dans le public. Donc on a eu des balbutiements, des tentatives, voilà. Pour l'instant, on en est là. On espère y arriver. Voilà. Donc, effectivement, pour l'instant, ce ne sont que des établissements privés qui ont eu je dirais surtout la souplesse, hein, c'est ce qui était évoqué par Frédéric Dupuis, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des logiques d'anticipation dans le public qui sont des fois difficiles à mettre en place, et puis il n'y a pas pour l'instant, c'est pas dans la culture sur la stérilisation. Ça va l'être sur les préparateurs en pharmacie, mais par contre en stérilisation, c'est toujours c'est un peu nouveau. Donc il faut que certains franchissent le cap, et puis un jour ça ira. Hein. Voilà, bon, en tout cas, je vous propose de mettre fin à cette première table ronde de l'après-midi. On se retrouve à 16h30 pour la dernière table ronde qui sera sur tous les axes de collaboration entre les établissements scolaires et de santé. Merci. Ils font beaucoup de choses, hein.